Bonjour à tous, cette vidéo constitue le deuxième cours sur les espaces vectoriels de dimension finie et porte notamment sur les sous-espaces vectoriels en dimension finie. Mais d'abord, une petite précision sur la fin du premier point, la notion de dimension. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les espaces vectoriels de dimension infinie? Alors, les définitions suivantes sont à peu près évidentes. On dit que E est un cas à espace vectoriel, bien sûr, et de dimension infinie, si et seulement si il n'est pas de dimension finie. C'est-à-dire, je vous le rappelle, il n'existe aucune famille finie de vecteurs de E qui engendre E, puisque être de dimension infinie pour un espace vectoriel, c'est posséder une famille finie génératrice. Alors, voir la preuve de cette troisième propriété dans le polycopié. C'est aussi le cas si et seulement si, pour tout n de grand N, il existe une famille de n vecteurs de E qui est libre. Autrement dit, E admet des familles libres aussi longues que l'on veut. Voir la preuve de cette dernière équivalence donc. R de x, R exposant n l'ensemble des suites à valeur réelle, R exposant R l'ensemble des fonctions de R dans R, sont des R espaces vectoriels de dimension infinie. Vous pouvez bien sûr voir ça à l'aide de l'une de la dernière équivalence par exemple. Il n'empêche qu'on se posera des questions de liberté dans ces espaces. On peut se demander si certaines familles sont libres. Regardez par exemple les exemples qui sont proposés dans le polycopié. Mais passons maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire les sous-espaces vectoriels dans un espace vectoriel de dimension finie. Alors, on considère pour ce point 2, qui je vous le rappelle s'appelle sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie. On considère donc un espace E plus point, un K espace vectoriel, K c'est le corps de base, dont la dimension est N appartenant à grand N. Alors vous savez que le cas N égale 0 est très particulier, c'est l'espace qui ne contient que le vecteur nul. Dans tous les autres cas, n, je vous le rappelle, est le nombre de vecteurs qu'il y a dans chaque base de grand E. C'est aussi le nombre maximal de vecteurs qu'il peut y avoir dans une famille libre et le nombre minimal de vecteurs qu'il doit y avoir dans une famille génératrice. Alors, parlons de la dimension d'un sous-espace vectoriel. D'abord, je l'appelle F, un sous-espace vectoriel de E. La proposition suivante donne le fait que grand F est un K espace vectoriel de dimension finie. Les sous-espaces vectoriels de dimension d'un espace vectoriel de dimension finie sont eux-mêmes de dimension finie. Donc on peut écrire dim de F. Ça existe ce truc-là. Eh bien c'est plus petit que la dimension de E, autrement dit, c'est plus petit que N. Et d'autre part, la propriété dit que alors, on a évidemment une inclusion qui est F includant E. Eh bien, on aura l'inclusion se transformera en égalité si et seulement si la dimension de F, c'est petit n. Alors, pour faire la preuve, raisonnons par l'absurde pour le petit 1, si F était de dimension infinie, il posséderait des familles libres aussi longues que voulues. On peut dire aussi qu'il existerait une famille infinie qui est libre dans F. Mais les familles qui sont libres dans F sont libres dans E. Donc ceci ferait que E est de dimension infinie, ce qui est contraire à notre propriété. On en déduit que F est de dimension finie. Alors, pourquoi alors a-t-on dimension de F plus petit que N? Eh bien parce que je vous rappelle que la dimension de F, c'est la longueur maximale des familles libres. Mais là, on peut dire que toute famille libre de vecteurs de E, ou on peut dire dans F, toute famille libre de vecteurs qui est libre dans F, c'est-à-dire formée de vecteurs libres dans F, comporte au plus n vecteurs. Toujours pareil, si je prends des familles libres dans F, elles sont libres dans E. Une famille libre dans F est libre dans E. Elle est composée de vecteurs de F, mais donc de vecteurs de E. Et si elle est libre, elle est libre. Donc elle comporte O plus n vecteurs, et ce qui fait que les bases, qui sont des familles libres,
au moins de n vecteurs, la dimension de f est plus petite que n. Je passe au point numéro 2. Alors, faisons la preuve de ce deuxième point. Je vous rappelle que f est un sous-espace vectoriel de grand E. On sait que la dimension de grand F est plus petite que n, qui est la dimension de grand E. Alors, il faut montrer qu'il y a égalité si et seulement égalité des dimensions si et seulement si il y a égalité des espaces. Alors, si f égale E, on a bien sûr dimension de f égale dimension de E égale n. Alors, si maintenant dimension de f égale n, on va distinguer deux cas. Bon, celui-là, on le laissera parfois de côté, mais enfin bon, faisons-le ici. Si dimension de f c'est 0, f c'est l'espace vectoriel réduit à son vecteur nul qui est aussi grand E. Si maintenant dimension de f égale n supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1, soit une base que je vais appeler bêta f de grand F. Qu'est-ce que c'est que bêta f? C'est une famille libre. Pourquoi libre? Parce que les bases sont libres. Pourquoi de n vecteurs? Parce que la dimension de f c'est n. Mais ce sont des vecteurs de E. Donc c'est une famille libre de n vecteurs de E. C'est donc une base, toutes les familles libres de n vecteurs, c'est une base de E. Et dans ces cas-là, E, c'est l'espace vectoriel engendré par bêta f, mais l'espace vectoriel engendré par bêta f, pardon, c'est f aussi. Et on a bien l'équivalence voulue. Alors, la deuxième propriété, le deuxième point par contre, porte sur le supplémentaire d'un sous-espace vectoriel. Alors, en dimension infinie, il se peut que des sous-espaces vectoriels n'aient pas forcément de supplémentaire qu'on puisse exhiber. Ici, on va montrer la propriété suivante. Donc, soit f, un sous-espace vectoriel de E, qui est un K-espace vectoriel de dimension finie. Alors, f, ici, on est sûr qu'il admet au moins, mais en fait, une infinité, de supplémentaires. F admet au moins, F admet un supplémentaire dans grand E. Attention, il ne sera pas unique, hein, mais il en admet au moins un. Et si de plus G est un de ces supplémentaires, alors on a une relation sur les dimensions, c'est dimension de E, oui, égale dimension de grand F plus dimension de grand G. J'ai dit le petit oui là pour me dire attention, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est qu'un supplémentaire de f dans E? C'est un sous-espace vectoriel grand G de E tel que E est la somme directe de grand F et grand G. Autrement dit, tous les sous-espaces vectoriels admettent des supplémentaires et qui plus est, on a cette relation entre les dimensions de deux supplémentaires. On va prouver ça. Alors, la preuve du théorème concernant le supplémentaire, je vous rappelle les notations. Dimension de E, c'est n appartenant à grand N. Alors, bon, le cas n égale 0 est très particulier. Hein. Je vous laisse le voir dans le polycopier. Il n'a pas trop d'intérêt. On suppose que n est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que E ne contient pas que le vecteur nul. On note alors dimension de f égale p. On a évidemment, hein, ça c'est le résultat du précédent théorème, P est inférieur ou égal à N. Bon, alors si P égale N, on a E égale F. Mais dans ces cas-là, c'est F en somme directe avec 0 flèche. Autrement dit, un sous-espace supplémentaire de F, ça existe. C'est 0 flèche qui est un S sous-espace vectoriel, ça on le sait, et c'est donc un supplémentaire de grand F. Si maintenant P est strictement plus petit que N, alors on va considérer là encore une base bêta F comme tout à l'heure. Hein. On considère une base de points bêta F. Alors je vais appeler F1, F2 jusqu'à Fp, puisque P est la dimension de F, elle comporte P vecteurs. Alors qu'est-ce que c'est que cette famille? C'est une famille qui est libre. Hein.
libre dans F, donc libre dans grand E. Alors là, on a un théorème issu du cours précédent qui nous dit que cette famille de P vecteurs de E étant libre, on peut la compléter pour former une base de grand E. Donc il existe des vecteurs que je vais numéroter à partir de P plus 1. G numéro P plus 1 jusqu'à G numéro N. G numéro N de grand E qui sont tels que... Alors cette fois, on va appeler bêta tout court et pas bêta F égale F1. On va comme ça jusqu'à Fp. Ici, on met G numéro P plus 1. Et là, on met G numéro N. Et ça, c'est une base de E. Est une base de grand E. Alors, à ce moment-là, il faut se décider sur ce que l'on va choisir comme supplémentaire. Eh bien, regardez ce qu'on pose. On pose, je ne sais pas si vous voyez, mais F, c'est l'espace vectoriel engendré par cela. Là. Nous, on va considérer les espaces vectoriels engendrés par les suivants. Donc, on pose grand G égale espace vectoriel engendré par G numéro P plus 1 jusqu'à Gn. Alors, regardez, qu'est-ce que le fait de savoir que bêta est une base de grand E nous dit? Tout vecteur de grand E s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs qui sont présents dans cette base. Mais une combinaison linéaire de ces vecteurs, c'est une combinaison linéaire des F plus une combinaison linéaire des G. Une combinaison linéaire des F, c'est un élément de grand F, et une combinaison linéaire des G, c'est un élément de grand G. Donc, on voit facilement que tout vecteur de E s'écrit comme un vecteur de F plus un vecteur de G. Hein. Je m'intéresse toujours à l'inclusion dans ce sens-là, parce que l'inclusion F plus G est une évidence. Alors, avec nos notations, qu'est-ce qu'il reste à faire pour finir la preuve? Montrer que cette somme est directe. On va le faire. Alors, on va montrer que l'intersection de F et G est réduite à 0. On prend un X qui est dedans. X, c'est la somme de lambda k fk pour k de 1 jusqu'à p, car il est dans F, et que F, c'est l'espace vectoriel engendré par les F1 jusqu'à Fp. De même, X, c'est la somme de... Alors, j'ai gardé le même nom de scalaire, mais numéroté à partir de P plus 1, donc lambda k gk pour k de P plus 1 jusqu'à n, car X appartient à G, et G, c'est l'espace engendré par les G P plus 1 jusqu'à Gn. Dans cette écriture, les lambda 1, lambda p, puis lambda p plus 1, lambda n sont des scalaires, bien sûr. Alors, on fait cette ligne moins cette ligne. Ça fait 0 égale ça moins ça. C'est-à-dire la somme pour k égale 1 jusqu'à p des lambda k fk, plus la somme pour k égale p plus 1 jusqu'à n des moins lambda k gk. Mais regardez, dans cette égalité, le vecteur nul s'écrit comme une combinaison linéaire de f1, f2, f3, fp, puis gp plus 1, puis gn. Mais ça, c'est une famille libre, puisque bêta est une base de E. On a donc lambda 1 égale 3 petits points égale lambda p, tous les coefficients de la combinaison linéaire sont nuls, égale lambda n égale 0, donc bien sûr, x égale 0. Ceci assure donc que dans F inter G, il n'y a que 0. Je rappelle qu'on savait déjà que 0 était dedans. Donc finalement, F E égale F plus G et F inter G est réduit à 0. Donc E est bien la somme directe de F inter G. Une remarque à ce stade, ici, la dimension de G
c'est le nombre de vecteurs qu'il y a dans une de ces bases, c'est n moins p. Hein, je vous rappelle la règle, n moins début, fin moins début plus 1. Fin moins début plus 1, ça fait n moins p. Et donc, sur cet exemple, quand on a construit le supplémentaire de f, on a trouvé un espace qui a justement pour dimension, il y a des dimensions de E moins une dimension de F. Il y a ici le N, c'est avec notation, c'est dimension de E, et le P, c'est dimension de F. Alors, il faut montrer que cette relation-là, elle est vraie pour tout G qui soit un supplémentaire de grand F. Faisons cela. Alors, on suppose donc maintenant que E est la somme directe de F et de G, où G est un sous-espace vectoriel de grand E, c'est-à-dire que grand F et grand G sont supplémentaires. On pose petit p égale dimension de F, et rappel, depuis le début du cours, petit n c'est la dimension de grand E. Alors, si P est nul, F est le singleton 0, donc forcément G c'est tout E. Dans ces cas-là, la dimension de G c'est n. Et regardez, dimension de P plus dimension de G, ça fait bien n égale dimension de E. C'est ce que l'on veut montrer là. Dimension de F plus dimension de G égale dimension de E. Maintenant, si P égale n, F, si P égale n, F égale E, attention, là j'ai écrit une petite bêtise. F égale E. Donc, le seul supplémentaire possible, c'est le singleton 0. Dans ces cas-là, dimension et G égale 0, décidément. J'ai oublié et G égale 0. Donc, dimension et dimension de G égale 0. Là encore, dimension de F plus dimension de G, ça fait n plus 0, ça fait dimension de E. Alors, dans le seul cas finalement assez intéressant, parce que les autres c'est quand même des cas très particuliers, on note Q égale dimension de G. Alors, une remarque, ce qu'on a fait ici avec F, on aurait pu le faire avec G. Donc, on a exactement comme au-dessus, 0 strictement plus petit que Q, strictement plus petit que N. Alors, l'idée c'est de prendre des bases du coup de l'un et de l'autre. Comme n est la dimension de f, on peut considérer une base que j'appelle bêta f, constituée de vecteurs f1 jusqu'à fp, une base de f. Le fait qu'il y ait p vecteurs est donné parce que p est la dimension de f. Et d'autre part, une base que j'ai appelée bêta g, comportant les vecteurs g1 jusqu'à gq, là encore, le fait qu'il y ait q vecteur, c'est parce que la dimension de g c'est q, soit une base de g. Alors, là je fais appel à vos souvenirs dans le cours sur les espaces vectoriels. On a vu qu'une condition nécessaire et suffisante pour que deux sous-espaces soient en somme directe et que la réunion d'une base de l'un avec une base de l'autre forme une base de l'espace total. Alors ici, on sait que E est la somme directe de F et G. Ça assure que, alors, quelque chose que j'appelle bêta, qui est la famille formée par F1 jusqu'à Fp, puis G1 jusqu'à GQ, est une base de grand E. Est une base de grand E. Mais elle comporte combien de vecteurs? Eh bien là, il suffit de les compter. Il y en a P plus Q. P plus Q vecteurs. Donc, P plus Q est la dimension de E, c'est-à-dire que P plus Q égale N, c'est-à-dire que P c'est dimension de grand F, Q c'est dimension de grand G, et N c'est dimension de grand E, ce que l'on voulait. Voilà pour ce théorème. Alors, passons au point numéro 3, qui concerne le rang, ce qu'on appelle le rang d'une famille de vecteurs. Alors, quelle est la notion de rang? Je prends P appartenant à n étoiles, et F, la famille constituée de vecteurs nommés U1, U2 jusqu'à UP, une famille de P vecteurs de E. On appelle rang de F la dimension du sous-espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à UP. Donc retenez cette notation.
rang de U1 jusqu'à UP, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs. Hop, voilà la définition. Alors, une petite remarque, s'il n'y a qu'un vecteur et qu'il est nul, ou même s'il y a plusieurs vecteurs et qu'ils sont tous nuls, le rang d'une famille qui contient 0, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par 0, ça fait 0. Après là, j'ai pris P appartenant à la n étoile, une convention, c'est qu'on dit que le rang de la famille vide est nul lui aussi. Mais c'est une convention, là encore, comme souvent quand on parle de l'ensemble vide. Une propriété immédiate intéressante du rang, l'espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à UP. C'est un sous-espace vectoriel de E, donc sa dimension est plus petite que celle de E. Autrement dit, et sa dimension, c'est le rang de U1 jusqu'à UP est inférieur ou égal à N. N, bien sûr, est la dimension de E. D'autre part, ici, je vous le rappelle, N égale dimension de E. D'autre part, cette famille-là, U1 jusqu'à UP, elle engendre cet espace vectoriel. Donc c'est une famille génératrice et les bases de cet espace vectoriel ont moins de vecteurs que les familles génératrices. Autrement dit, le rang de U1 jusqu'à UP est toujours plus petit que P. Conclusion, et c'est ce qu'on écrira, alors je mets deux propriétés immédiates, voilà. Ça c'est à la fois le rang d'une famille de vecteurs est à la fois plus petit que la dimension de l'espace dans lequel on se trouve et plus petit que le nombre de vecteurs que la famille contient. Alors on va écrire ça dans les propriétés avec d'autres propriétés du rang. Les propriétés du rang, donc, F, une famille de P vecteurs de grand E. On rappelle qu'on a noté N la dimension de E et on vient de montrer que le rang de cette famille est à la fois plus petit que son nombre de vecteurs, c'est-à-dire N, et plus petit que la dimension de l'espace dans lequel ces vecteurs se trouvent, c'est-à-dire N. Finalement, il est plus petit à la fois que P et que N, et donc il est plus petit que le minimum de P et de N. Donc 1 a été déjà vu. On rajoute deux propriétés, le rang de F et P, c'est-à-dire son nombre de vecteurs, si et seulement si cette famille est libre dans E. Et d'autre part, le rang de F égale N, c'est-à-dire le nombre, la dimension de l'espace dans lequel le vecteur se trouve, si et seulement si F est génératrice de E. Je n'ai pas beaucoup de place ici, je vais commencer par le plus simple, 3, qui est assez clair, et là on peut raisonner par équivalence. Le rang de F égale N si et seulement si la dimension de l'espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à UP égale la dimension de E, c'est-à-dire, et ça a lieu si et seulement si, ça c'est un sous-espace vectoriel de ça, ils ont la même dimension, si et seulement si, ils sont égaux. Autrement dit, si et seulement si l'espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à UP égale E, c'est-à-dire si et seulement si la famille est génératrice de E, c'est ça que cela veut dire, si et seulement si grand F engendre grand E. Alors, je passe à la petite 2 pour la démonstration de la propriété qui nous manque. Alors, il nous reste le point 2 à voir. Si la famille F U1 jusqu'à UP est libre, c'est une base de l'espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à UP. En effet, ce qui est vrai tout le temps, c'est que c'est une famille de P vecteurs génératrice de vect U1 jusqu'à UP. Et ça, c'est toujours vrai, hein.
f est toujours génératrice de vect f. Ça, c'est clair. Mais si en plus elle est libre, c'est une base. On a donc dimension de l'espace engendré par U1 jusqu'à UP égale nombre de vecteurs qu'il y a dans sa base, c'est-à-dire P, et donc c'est-à-dire que le rang de grand F, c'est P. On suppose maintenant que le rang de grand F, c'est P. Alors ça reste vrai. Hein. F égale U1 jusqu'à UP est une famille de P vecteurs génératrice de vect F. Hein. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, notre hypothèse, c'est que le rang de vect F, c'est P. Donc ça, c'est de dimension P. Qu'est-ce qu'on a là maintenant? Une famille génératrice qui a P vecteurs dans un espace de dimension P. Donc là encore, c'est une base. Là aussi, F est une base de l'espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à UP. Bon, ici, j'ai écrit vectef au lieu de vectef. J'aurais pu écrire vectef, c'est pareil. Alors voilà qui achève la preuve. Bon, la proposition qui suit, je vous la laisse. Bon, on va la lire d'abord. Hein, soit grand F, U1 jusqu'à UP des vecteurs de P. Il existe une sous-famille de F formée de exactement ici et R. On pose R et R. Et R égale, on appelle R le rang de grand F. Alors, c'est l'idée que je vous disais, ça c'est une famille génératrice de l'espace vectoriel engendré par grand F. On peut en extraire une base. Et cette base, elle aura exactement R vecteur. Il existe une sous-famille de grand F formée de R vecteur qui est une base de vect U1 jusqu'à UP égale vect F. Bon, des fois j'écris, hein, c'est indifférent d'écrire l'un ou l'autre. Ceci permet de démontrer la proposition finale concernant les familles libres formées de vecteurs de F ou les familles génératrices de vect F formées de vecteurs de grand F. Je vous laisse lire ça et à mon avis c'est ça qu'il faut retenir plutôt que la fin du point 3.2. On passe au point 3.3 qui en fait s'intéresse à un calcul qu'on a pratiquement déjà vu sur les lignes d'un système linéaire, qui est l'opération, qui consiste à se demander quelle opération sur les vecteurs d'une famille laisse son rang inchangé. On voit ça tout de suite. Alors, le point suivant concerne le rang et les opérations élémentaires sur les vecteurs d'une famille, hein, je vous l'ai dit. Alors, la propriété est assez simple à lire parce que les opérations élémentaires, en fait, on les connaît déjà. Alors, les opérations suivantes sur les vecteurs de grand F égale U1 jusqu'à UP ne changent pas son rang de points. L'échange de deux vecteurs, on notera comme pour les lignes d'un système UJ ici, ou I, alors ici disons J, UJ remplacé par UK. Multiplication d'un vecteur par un scalaire non nul, ça sera noté UJ, hop, informaticienne là, UJ plus lambda, ça j'étais déjà dans l'opération du pivot de Gauss, en dessous, ça c'est lambda UJ, attention à celle-là, lambda UJ où lambda appartient à K étoile. Pourquoi étoile? Parce que si on multiplie par 0, on remplace peut-être un vecteur non nul par le vecteur nul. Et vous savez que le vecteur nul dans une famille, on peut l'enlever, ça fait baisser le rang. Ça n'engendre rien, sauf le vecteur nul. Troisième opération, ajout à un vecteur du multiple d'un autre. Celui-là, on le notera UJ remplacé par UJ
plus lambda fois UK. Là, par contre, on a le droit à tout lambda appartenant à K. Alors, la preuve, elle est assez simple, mais elle est longue parce qu'il y a plein de petits pointillés. Je vous conseille de la lire, mais seulement rapidement. Et puis, une remarque, c'est qu'on a la même conclusion. Alors, pour la permutation des vecteurs, une permutation, ça ne veut pas dire un échange, hein. Une permutation, on l'a vu, c'est une opération sur l'ensemble des vecteurs qui donne une autre famille de tous les vecteurs à d'autres places. On échange les places, mais on ne change pas les vecteurs. Et puis, au lieu de deuxième opération, enfin, là, c'est ce que le poly appelle opération 4, et puis opération 5, c'est au lieu d'ajouter d'abord lambda k uk, puis après un lambda de uk2, on peut directement ajouter à un vecteur une combinaison linéaire des autres. Alors, en fait, vous reconnaissez les opérations élémentaires que nous avions l'habitude de faire sur les lignes d'un système ou d'une matrice. Et on disait que la matrice est équivalente par ligne, ou que le système équivaut logiquement à celui obtenu. Alors là, l'idée qui suit est intéressante, c'est de représenter les vecteurs par leurs coordonnées dans une base. Alors en général, on les met verticalement, je vous expliquerai pourquoi, les coordonnées, et on dira que les opérations sur les colonnes, les opérations élémentaires sur les colonnes, ne changent pas le rang de la famille associée à la matrice des coordonnées. Allez, faisons ça. Alors, on va utiliser, comme je vous le disais tout à l'heure, des matrices maintenant, soit toujours notre famille, U1 jusqu'à UP, de P vecteur de E. On considère une base bêta, que j'appelle E1 jusqu'à EN, une base pas du tout de N, une base de grand E, bien sûr. E étant notre espace vectoriel de dimension N. Alors, tous les vecteurs UI s'écrivent de façon unique comme une combinaison linéaire des EI. C'est-à-dire que pour tout J appartenant à 1P, il existe des coefficients que j'ai appelés AIJ, tels que UJ, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N des AIJ EI. Alors, on associe avec grand F, la famille qui est là, la matrice qu'on appelle matrice dans la base bêta de grand F, qui est justement la matrice des AIJ. Alors regardez comment elle est construite. Sa première colonne, c'est les coordonnées de U1. Hein. U1, alors c'est par colonne que ça marche. Regardez la UJ, J c'est le numéro des colonnes. Donc pour la Jème colonne, on fait la somme pour I égale 1 jusqu'à N des AIJ EI. Autrement dit, ici, là, j'ai les coordonnées de U1. Ça c'est A11 E1 plus A21 E2 plus 3 petits points plus AN1 EN. Ici, la deuxième colonne est formée des coordonnées de U2 sur la base, donc A21 E1 plus A22 E2 plus 3 petits points plus AN2 EN. Ici, attention, je m'aperçois qu'il y a une bêtise. Ça, c'est pas A21, c'est A12. Attention, A12. Et ici, vous voyez, là, c'était pas cohérent, cette notation. Donc, je la remplace A12. Une erreur très pédagogique. Vous notez au passage que ça, c'est la numérotation usuelle sur les matrices. Hein. Un pour le numéro de le premier indice pour le numéro de la ligne, le deuxième pour le numéro de la colonne. Donc je répète, les coefficients de U2 sur la base de bêta, c'est A12, puis A22, puis AN2. De même, on va jusqu'au dernier. Ici, vous avez A1P E1 plus A2P E2 plus 3 petits points plus ANP EP. Alors, si vous voulez retenir la méthode, vous avez une espèce de tableau de remplissage comme ça que vous pouvez imaginer. Ça correspond aux coordonnées de U1, notre vecteur numéro 1 là, U1,
sur la base E1, E2 jusqu'à En. Alors attention, ça veut dire que U1 c'est ça fois E1 plus ça fois E2 plus ça fois En. De même, ça représentera U2. U2 c'est ça fois E1 plus ça fois E2 plus ça fois En. Et cette colonne représentera UP. Alors, l'idée c'est la suivante. Je vous l'expose et on l'écrira dans une proposition. Donc, ça c'est la définition de math bêta dans grand F. Les opérations élémentaires sur les colonnes de cette matrice ne changent pas le rang de la famille associée. Eh bien, on va en profiter pour faire des opérations élémentaires. Alors attention, la seule différence avec les systèmes, c'est qu'il faudra les faire sur les colonnes, jusqu'à ce qu'on obtienne une matrice échelonnée. Et là, on comptera le nombre de pivots, ça sera le rang de la famille. Voilà. Alors, un détail sur le format de la matrice avant de poursuivre. Je vous rappelle qu'on a pris une famille U1, UP de vecteurs et qu'on a mis en colonne les coordonnées de ceci sur une base qui comporte n vecteurs. Donc finalement, ce que j'aurais dû sans doute écrire au-dessus, mais que vous pouvez vous écrire là à la suite, c'est que la matrice dans la base bêta de la famille F est une matrice NP. Alors, une petite définition, ça ressemble beaucoup à ce que l'on a déjà fait, et c'est pour ça que je vais passer vite, alors que le poly refait les démonstrations. Nous, on a déjà fait le chapitre sur ça. En remplaçant le mot colonne par le mot ligne, vous avez exactement ce que l'on a fait au moment de l'étude des systèmes. Soit A et B, deux matrices A n ligne et P colonne. On dit qu'elles sont équivalentes par colonne. Si et seulement si, il existe des opérations élémentaires sur les colonnes, alors c'est les mêmes, mais au lieu de parler de ligne, on parle de colonne, de grand A qui la transforme en grand B. Dans ces cas-là, on note A équivaut, et au lieu d'un petit L en dessous, on met un petit C équivaut par colonne à B, avec un petit C comme ça là. Hop. Alors, l'équivalence par colonne est une relation d'équivalence qui justifie l'écriture. Vous pouvez voir que A, toute matrice est équivalente à elle-même. Si A est équivalente à B, B est équivalente à A. Si A est équivalente à B et B est équivalente à C par colonne, alors A est équivalente à C. La proposition intéressante, c'est qu'en transposant ce que l'on a fait nous sur l'échelonnement par ligne à l'aide du pivot de Gauss, là, on fait pareil, à l'aide de l'échelonnement par colonne, avec un pivot sur les colonnes. Il existe des matrices échelonnées par colonne, qui sont équivalentes par colonne à grand A. A étant fixé, bien sûr. A est fixé dans A fixé ici. A fixé dans MNT de K. Mais celles-ci, les matrices qui sont équivalentes, ont toutes le même nombre de pivots. Alors, un pivot, c'est un élément non nul en haut d'une colonne, alors que tout le dessus est rempli de 0. Je vais faire un petit schéma juste après. Bon, la propriété, il y a aussi une propriété d'existence unique. Il existe une unique matrice échelonnée et réduite par colonne qui est équivalente à A. Alors finalement, pourquoi on fait tout ça? Parce que ce qui est derrière, c'est le calcul du rang. Eh bien, le nombre de pivots de la matrice échelonnée associée à celle-là sera le rang de F. Je le fais ça. Alors, concluons sur ce point. On a notre famille ici U1 jusqu'à UP et on a construit la matrice dans la base bêta de F. Je vous rappelle que c'est les colonnes des coefficients des éléments U1, U2, UP dans la base E1, E2 jusqu'à En. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, échelonné par colonne, ça veut dire que on peut échelonner cette matrice par colonne pour trouver une matrice alors qui est comme ça. On peut faire à partir de celle-ci des opérations élémentaires sur les colonnes pour trouver une matrice. Alors, échelonnée par colonne, ça veut dire que chaque terme d'une colonne non nulle est en dessous, entre guillemets, de celui de la précédente. Ici, là, comme ça. Comme ça. Et dès qu'une colonne est nulle, toutes les autres le sont
aussi. Alors, bien sûr, ça peut commencer en haut, là, et puis ça peut finir tout en bas, hein. Ça dépend de la matrice. Là, j'ai mis un cas le plus général. Alors, ce que l'on appelle les pivots, ce sont ces termes-là, qui sont non nuls. Alors, il y en a R. Vous voyez que R est à la fois plus petit que N et que P. Et alors, la proposition qui est là et qui est assez intuitive, on va la donner dans une espèce d'interprétation, là, c'est que d'une part, R ne dépend pas de la base bêta choisie, et R, c'est-à-dire le nombre de pivots, c'est le rang de la famille. Alors, l'interprétation, c'est que R, c'est le nom, alors qu'il est, les matrices qui sont comme ça, là, ont des colonnes qui engendrent le même espace vectoriel que celle de F. Pourquoi ? Quand on permute les vecteurs, quand on échange de vecteurs, quand on remplace, autrement dit, quand on fait des opérations élémentaires sur les vecteurs, on fait des opérations élémentaires sur les colonnes. On ne change pas l'espace vectoriel engendré et on ne change donc pas sa dimension. Or là, regardez, il est à peu près clair que les R premières colonnes sont linéairement indépendantes. Autrement dit, R, c'est le nombre de colonnes linéairement indépendantes de cette matrice, mais aussi de celle-là. C'est donc le nombre de vecteurs de grand F linéairement indépendants. Mais ça, linéairement indépendant. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de vecteurs formant une famille libre extraite de grand F. Mais une famille libre extraite de grand F, c'est une base. Et qu'est-ce que c'est que le nombre de vecteurs qu'il y a dedans? C'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par F. C'est le rang de F. C'est le rang de F. Alors, bon, j'ai conscience que c'est un petit peu rapide, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut retenir les choses. Je vous laisse lire plus en détail ce passage, d'autant que nous avons fait à peu près la même chose sur les lignes, quand on a étudié les systèmes. Là, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est le fait que quand on fait des opérations élémentaires sur les vecteurs, on ne change pas l'espace vectoriel engendré. On ne change pas l'espace vectoriel engendré. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je passe maintenant à un point qui s'est situé un petit peu plus loin dans le polycopier, mais que je vais avancer ici. On reviendra sur la méthode qui est utilisée dans le polycopier pour le voir. C'est la dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels. Je le fais maintenant parce que c'est très utile. On le fera donc deux fois, une fois maintenant et une fois après avoir vu les applications linéaires. Alors, jusqu'à présent, j'ai suivi le plan du chapitre donné dans le polycopier. Mais avant de passer au point 4, qui est l'application linéaire et dimension finie, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, je voudrais faire deux compléments importants. L'un au point numéro 2, que j'ai appelé 2C, pour donner la dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels. Et l'un au point numéro 1, que j'ai laissé volontairement de côté, c'est le point 1,5, pour donner la dimension d'un produit. Alors, complément avant 4, pour terminer cette vidéo. Et d'abord une propriété importante, celle qui donne la dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels. Somme de SEV. Alors, les sommes de SEV, on en a déjà rencontré, c'était celle des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Là, c'est des sous-espaces vectoriels quelconques. F et G, deux sous-espaces vectoriels de grand E. Pardon. Je rappelle que E, pour la loi plus et point, est un cas d'espace vectoriel de dimension finie. Alors, la formule suivante, elle s'appelle souvent la formule de Grassmann. Elle énonce que la dimension de F plus G, c'est la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de l'intersection. Moins la dimension de F inter G. Alors, on va déjà la prouver, bien sûr, mais déjà, il faut remarquer que
c'est une relation qui concerne des entiers. Les dimensions sont des entiers. Ici, il n'y a pas de relation ensembliste, c'est une relation dans N, ou dans Z, suivant si on l'écrit d'un côté ou de l'autre. D'autre part, toutes les dimensions concernent des sous-espaces vectoriels. Regardez ici, vous avez F plus G, et F plus G, c'est un sous-espace vectoriel de E. F et G le sont, et F inter G aussi, puisque F et G l'étant, leur intersection l'est aussi. Une remarque, qui nous servira d'ailleurs dans la preuve, c'est que F inter G est un sous-espace vectoriel aussi de grand F et de grand G. Alors, ne confondez pas non plus avec cardinal. Quand on fera du dénombrement, il y a quelque chose qui ressemblera avec les cardinaux. Ici, on ne parle pas de cardinal, on parle bien de dimensions. Ce sont des entiers, mais des dimensions. Alors, ce que je viens de vous dire à l'instant va nous servir tout de suite pour le début de la preuve. F inter G est un sous-espace vectoriel de grand F. J'ai écrit F inter G est inclus comme SEV dans grand F. Alors, on peut considérer donc qu'il a un supplémentaire dans grand F. Si c'est un SEV, ici, F joue le rôle que jouait E par rapport à lui dans le point numéro 2. On considère donc un supplémentaire de F inter G dans grand F. C'est-à-dire quoi? Un sous-espace vectoriel A, de grand F, mais donc de grand E, tel que F, c'est A plus F inter G. Je répète, F inter G étant un sous-espace vectoriel de F, il admet un supplémentaire dans celui-ci. Je l'ai appelé grand A. Alors, ce que l'on va montrer dans la suite là, de la preuve, c'est que F plus G, c'est la somme directe de A et de G. Et ce qui va nous permettre de conclure, c'est l'application de la formule de la somme directe de... Ici, je le dis, mais je le réécrirai tout à l'heure. Regardez, dimension de F égale dimension de A plus dimension de F inter G. Je vous renvoie à 2 pour cela. Et de même, la dimension de F plus G, ça sera dimension de A plus dimension de G, ce qui nous permettra de conclure. Alors, je fais ça tout de suite. Alors, mettons en œuvre notre idée de preuve, c'est-à-dire d'utiliser A, qui est un supplémentaire de F inter G dans F. Vous avez vu, je fais la preuve en 2 points, là, 1 et 2. On va s'intéresser d'abord à l'intersection de A et de G. Alors, prenons X qui est à l'intérieur de A et de G. On a bien sûr X est dans A, et X est dans G. Mais il est aussi dans F, parce que A est inclus dans F. Donc finalement, X, il est dans A inter F inter G, qu'on peut écrire A inter F inter G. Mais A inter F inter G, c'est égal à 0. Donc, X égale 0. Autrement dit, je dis que 1 assure que F A inter G, est réduit à 0. Un deuxième point, cette fois concernant la somme, alors, soit X appartenant à F plus G. Alors, je vous ai mis en vert les points importants qui reprennent les notations derrière. X peut être coupé, c'est la définition. Être dans F plus G, c'est être la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Donc, X est la somme d'un vecteur de F que j'ai appelé X1 et d'un vecteur de G que j'ai appelé X2. D'où ma notation X1, X2 appartient à F croix G. Mais à son tour, comme F est la somme directe de A et de F inter G, on peut couper X1 qui est là en un vecteur de A et un vecteur de F inter G. J'ai appelé petit a le premier et petit v le second. D'où la notation X1 égale A plus V, où AV appartient à A croix F inter G. Mais alors regardez, il suffit de reprendre cet X égale X1 plus X2 et de remplacer X1 par sa valeur. On fait X égale A plus V plus X2. A est un vecteur de grand A, V est un vecteur de F inter G, donc de G, X2 est un vecteur de G, donc V plus X2 est dans G. Et donc, X appartient à A plus G. Alors, 2 assure que F plus G est inclus dans A plus G. D'autre part, on a la réciproque est assez claire. A plus G est inclus dans F plus G.
car A est inclus dans F. Tout vecteur qui s'écrit comme un vecteur de A plus un vecteur de G s'écrit bien comme un vecteur de F plus un vecteur de G, puisque les vecteurs de A sont des vecteurs de F. Conclusion, vous avez ici A inter G est 0, ici, hop, et là, ainsi, on a bien ce que l'on voulait, on a bien F plus G égale A, somme directe avec G. Oui, mais alors, on a deux formules qui nous donnent la dimension d'une somme directe. Hein. Si A et G sont en somme directe pour former F plus G, ça nous assure que la dimension de F plus G, c'est la dimension de A plus la dimension de G. Mais, d'autre part, or, F égale A plus somme directe F inter G, donc la dimension de, allez, je vais écrire dimension de A, c'est dimension de F moins dimension de F inter G. Alors, quand vous substituez dimension de A par cette égalité ici, vous avez la fameuse formule volume. Voilà pour cette formule de Grassmann. On en voit tout de suite des applications. Alors, proposition qui applique la formule précédente et qui donne une caractérisation pour que deux sous-espaces vectoriels soient en somme directe pour former E, c'est-à-dire soit supplémentaires. Je prends toujours F et G, deux sous-espaces vectoriels de E. On a posé depuis le début n égale dimension de E. Alors, on a les équivalences suivantes. Regardez, F est en somme directe avec G pour former E. Si et seulement si, F plus G égale E avec dimension de F plus dimension de G égale N, c'est-à-dire dimension de E. Attention, si on n'a pas posé ça, là, il faut écrire dimension de E. Autrement dit, regardez, s'il y a compatibilité des dimensions, on n'a plus besoin que de l'une des deux propriétés qui nous servaient couramment pour montrer qu'une somme est directe, c'est-à-dire F plus G égale E, mais F inter G est réduit à 0. S'il y a compatibilité des dimensions, en fait, l'une des deux suffit. Donc je reprends ma deuxième équivalence, reprenons au début, si et seulement si F plus G égale E avec dim de F plus dim de G égale N, ou alors si et seulement si F inter G est réduit à 0 avec dimension de F plus dimension de G égale N. Je répète, il faut remplacer N par dimension de E si ce n'est pas dans l'énoncé de votre exercice. Alors, les applications de gauche vers droite sont claires, hein, puisque si ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et puis, ça c'est la formule qu'on a vue dans le point 2. Hein. Si deux sous-espaces sont supplémentaires, alors la somme de leurs dimensions c'est N. Je vous rappelle, ici ça c'est la dimension de F, c'est P, ça c'est N moins P. Donc, les implications de gauche vers droite sont claires. Supposons que F plus G égale E, avec dimension de F plus dimension de G, égale N. Qu'est-ce qu'on a? On applique notre formule. La dimension de F plus G égale dimension de F plus dimension de G moins dimension de F inter G. Seulement là, puisque E égale N, ça c'est N, F plus G, ça c'est N, donc la dimension de F inter G c'est 0 et F inter G est réduit au vecteur nul. Alors, F est en somme directe avec G pour former E. Alors, je vous laisse faire l'autre, hein, c'est-à-dire si F inter G est réduit à
0 et dimension de f plus dimension de g égale n. L'idée c'est que ça va être nul, donc la dimension de f plus g va être la dimension de f plus la dimension de g, la dimension de f plus g va être la dimension de e, donc f plus g va être e. Je vous laisse le faire, c'est une presque évidence, je répète, hein, la dimension de f plus g va être n moins 0, donc f plus g va être e, et comme on a f inter g égale 0, on aura à la fois f plus g égale e, et f inter g égale 0. Alors ça c'est extrêmement pratique pour caractériser le fait que deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel de dimension finie sont supplémentaires. S'il y a compatibilité des dimensions, une des deux propriétés habituelles suffit pour conclure. Voilà. Alors pour finir ces compléments avant 4, un complément au point numéro 1, que j'ai appelé 1C pour un complément. Dimension d'un produit cartésien. Alors, soit E1, E2 jusqu'à E grand K, des K espaces vectoriels dont les dimensions respectives sont N1, N2, Nk. C'est-à-dire que N1 est la dimension de 1, N2 est la dimension de E2, Nk est la dimension de Ek. K est dans N avec K supérieur ou égal à N. Alors, la propriété annonce que le produit cartésien de E1 par E2 par En est un K espace vectoriel de dimension finie et sa dimension, donc la dimension d'un produit cartésien, c'est la somme des dimensions. Alors, je fais la preuve pour K égale 2, et puis après, vous verrez dans le polycopier, c'est par récurrence qu'on aura cela. Alors, faisons la preuve pour K égale 2. E1 et EV sont des K espaces vectoriels de dimensions respectives N1 et N2. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut fixer une base. Alors, E1, E2, on va l'appeler U1, U2 jusqu'à UN1 de E, de E1 et V1, V2 jusqu'à VN2 de E2. Donc les U forment une base de E et il y en a N1, les V forment une base de E2 et il y en a N2, attention. Le vecteur n'a rien à faire là. Alors, on va construire une base de E1 croix E2. Il faut peut-être que je rappelle d'abord ce que c'est que E1 croix E2, et d'ailleurs ça aussi, je fais tout de suite avant de poursuivre la preuve. Alors oui, un rappel s'impose ici. Ce que c'est que E1 croix E2, c'est un espace vectoriel qui est complètement différent de E1 et de E2. Attention, c'est aussi pour ça que j'ai mis ce 1C si loin, c'est que ici, personne n'est un sous-espace vectoriel de personne. On crée des objets complètement nouveaux. À partir d'un vecteur de E1 et d'un vecteur de E2, on fait un couple de vecteurs. Et c'est ce truc-là, qui est un vecteur de E1 croix E2. Comme ça, c'est, je sais pas, un gamma flèche, quelque chose comme ça. De même, E1 croix E2 croix E, ici ça allait jusqu'à K. C'est l'ensemble des k-uplets de vecteurs où le premier vecteur est dans E1, le deuxième vecteur dans E2, etc. Alors, bon, je reviens à ma démonstration. On a une base qui s'appelle U1, UN1 de E1 et une base qui s'appelle V1 jusqu'à VN2 de E2. Alors, regardez l'idée. C'est assez naturel. Vous y réfléchirez. On considère la famille gamma qui est composée des couples U1, 0, jusqu'à U2, 0 et UN1, 0. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 0, 2 là? J'ai posé 0 de E2, 0, 2 ici, 0, 2 égale 0, 2, c'est le 0 de E2. De même, je pose 0, 1, le vecteur nul de l'espace vectoriel numéro 1. Donc je répète, on forme le premier couple avec U1 et le 0 de E2, jusqu'à U2 et le 0 de E2, jusqu'à UN1 avec le 0 de U2, puis on passe au 0 de E1 avec V1, 0 de E1 avec V2, jusqu'à 0 de E1 avec Vn. Alors on montre
et je vous laisse le faire, à préciser que gamma est une base de E1 croix E2. Alors, elle comporte, on les compte, hein, regardez là, c'est cela, il y en a N1, et là il y en a N2, donc N1 plus N2 éléments. Donc, la dimension de E1 croix E2, c'est N1 plus N2. C'est la dimension de N1 plus la dimension de N2. Dimension de E1, pardon. Plus la dimension de E2. Un cas particulier, hein, cas particulier. La dimension de E croix E, c'est E carré. Ça fait 2 fois la dimension de E. 2 fois la dimension de E. Et puis dimension de... je reviens là, je vais effacer les petits rappels pour vraiment conclure sur le cas particulier. Alors, le cas particulier que je voulais citer, c'est E égale R carré, A pour dimension. Alors j'ai mis R parce que... Bon, j'aurais pu m'en passer, hein, dimension de S. Vous savez qu'ici, ça, c'est pas... Il n'y a pas d'ambiguïté, donc ici, je peux presque les enlever. Donc, mon cas particulier, c'est pour E égale R, la dimension de R carré, c'est bien 2 fois la dimension de R, c'est-à-dire 2. Alors, le cas général, quand il y a E1, E2, E3 jusqu'à E grand K espace, se traite par récurrence. Et le cas un peu spécial dans le cas général, c'est quand tous les vecteurs E1 jusqu'à En sont tous E, le même. Alors là, la dimension de E, croix E, croix E, croix E, croix E, qu'on appelle E exposant K, c'est K fois la dimension de E. Par exemple, la dimension de R5, c'est 5 fois la dimension de R, c'est 5. Alors, il n'y a pas besoin de faire des choses aussi compliquées pour avoir ça, hein. On a une base canonique de R5, donc on se connaît parfaitement la dimension de R5, puisque toutes ces bases sont formées de 5 vecteurs. Alors, voilà qui termine cette vidéo sur les sous-espaces vectoriels en dimension finie. Elle est copieuse, elle comporte des choses sur les sous-espaces vectoriels en tant qu'eux-mêmes, les sous-espaces vectoriels engendrés, ça et donc le rang, les sommes. Pour finir, vous avez de quoi chercher pas mal d'exercices dans la feuille. La prochaine vidéo traitera cette fois des applications linéaires en dimension finie. À bientôt.